Alors, pour le cas d'une paramétrisation cartésienne, une paramétrisation cartésienne, c'est une paramétrisation qui est définie par cette paramétrisation-là. Donc, par rapport à l'équation cartésienne z est égal à f de x, y, ou bien on dit la paramétrisation cartésienne, donc c'est la paramétrisation définie aussi comme suit. Donc, mxy, c'est égal à xy, f de xy. Alors, je vais commencer par calculer le p, q, r, s, t. Ceci nous permet quand même d'avoir une idée par rapport à la nature du point avec lequel, du point M. Donc, en pesant P est égal à la dérivée de F par rapport à X, la Q, c'est la dérivée de F par rapport à Y au point X, Y. R, c'est la dérivée d'ordre 2 par rapport à X et la dérivée d'ordre 2 par rapport à X et par rapport à Y. T, c'est la dérivée d'ordre 2 par rapport à Y. En tenant compte de ces notations, donc comme noté précédemment, donc la dérivée de m par rapport à x sera écrite à 0 pi. Et la dérivée de m par rapport à y, c'est 0 à q. Ça veut dire en faisant les calculs nécessaires par rapport à cette paramétrisation. Alors, je vais essayer quand même de calculer les dérivées d'ordre 2 au point m. Alors, nous avons la dérivée d'ordre 2 du m par rapport à x, c'est 0, 0, r. La dérivée de seconde de m par rapport à x, y, c'est 0, 0, s. Et la dérivée seconde par rapport à y, c'est 0, 0, t. Alors, d'où LH est égal à r, MH est égal à s et MH est égal à t. Alors, c'est un problème de connexion. Alors, nous avons LH est égal déterminant de le produit mixte de ces vecteurs-là, donc c'est égal à R. MA, c'est le produit mixte de ces vecteurs, est égal à S, et le NA, c'est le T. H, c'est déjà calculé, c'est la racine carrée de 1 plus P carré plus Q carré. Je reviens ultimement à l'expression de M de phi de 2M. Alors, on a dit que l'expression de phi de 2M, c'est l'expression, c'est phi de M de V, avec V, c'est un vecteur du plan tangent. Donc, il s'écrit V en fonction de la dérivée de M par rapport à X et la dérivée de M par rapport à Y. Ça veut dire que phi de V, c'est de cette quantité-là. La dérivée de M sur d rond de X, j'ai juste mis d rond de M sur d rond de Y. Alors, en remplaçant les écritures M et L par par les expressions déjà calculées, alors nous avons phi de 2M s'exprime en fonction de R, S et T, et P et Q, comme suit. Alors, on sait que toute nappe sigma peut être définie au voisinage d'un point régulier par une équation cartésienne. Par comparaison avec l'étude faite précédemment, on obtient le théorème suivant. J'espère que vous avez compris. C'est que normalement, on a dit que tout point, tout point régulier ou tout point simple, donc au voisinage de ce point, on peut construire une courbe ou une surface de paramétrisation cartésienne. Ça veut dire on peut avoir une sous-nappe définie par la restriction de la paramétrisation que vous avez, définie par une paramétrisation cartésienne, pardon, qui permet en fait de définir un arc qui est régulier et simple et tout ce que vous voulez au voisinage de ce point-là. Donc, si vous avez un point M simple et régulier d'une nappe sigma,
M est elliptique si seulement si phi de M est défini positif ou négatif. CM est hyperbolique si seulement si phi de M est une forme quadratique qui est non dégénérée et non définie. Maintenant, M est parabolique si seulement si phi de M est dégénéré. Et nous avons l'exemple suivant. Alors, on va prendre l'exemple de l'ellipsoide, pardon, d'équation suivante. Donc, x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré est égal à avec a, b, c seront des constantes différentes de 0. Alors, dans un premier temps, on va chercher une paramétrisation sur cette surface. Alors, une paramétrisation de cette surface, elle est donnée par MUV qui est égal à x, y, z défini comme suit, comme vous voyez sur l'écran. Avec bien évidemment, I, il est compris entre moins P sur D et P sur 2, V compris entre moins P et P. Et on a la dérivée de M par rapport à I, la dérivée de M par rapport à V. Maintenant, pour la condition pour que la surface soit régulière au point UV, c'est que la cosinus de I doit être différente de 0 pour ne pas avoir des valeurs, pour ne pas avoir voilà, des valeurs des zéros dans la dérivée donc de la paramétrisation. Donc, après calcul, on obtient phi de n se calcule de la façon suivante. Donc, après ça va faire le calcul nécessaire des coefficients. Donc, on aura phi de m, qui est la deuxième forme quadratique, est donnée comme suit. Comme cosinus de i est positif, alors cette forme est définie positive. On en déduit que tout point MUV ou cosinus de i différent de 0 est un point elliptique. Après la caractérisation, donc un point elliptique, si seulement si phi de m est défini positif. Maintenant, si cosinus de i égale 0, ce qui correspond au point 0, 0, c, 0, 0, moins c. Donc, en permettant par exemple les rôles de x et z, on obtient une paramétrisation qui soit régulière en 6 points. Et on conclut ainsi que ces points aussi sont elliptiques. Alors, si u égale 0, ça veut dire que la paramétrisation que vous avez, c'est égal à 0, donc ceci correspond, si je dis égal à 0, ceci correspond à ce que vous avez, donc 0, 0, c et 0, 0, moins c. Donc, en permettant, par exemple, les rôles de x et z, on obtient une paramétrisation qui soit régulière en ces points. Et on conclut ainsi que ces points aussi sont elliptiques. Alors, quand on prend le cas particulier de la sphère, on prend la même équation avec les A, B, C sont égaux. Donc, c'est le cas de la sphère de rayon A. Dans ce cas, on a le E est égal à A carré, F est égal à 0 et G est égal à A carré cos carré I. Alors, H égale à A carré cos I et phi 1 est égal, s'écrit sous cette forme, et phi 2, il est donné sous la deuxième forme.
Maintenant, la courbure normale d'un arc régulier quelconque tracé sur la surface sigma, il est donné comme étant le rapport de la deuxième forme quadratique sur la première forme quadratique, qui est égal à 1 sur A. Donc, on peut retrouver ce résultat en utilisant l'interprétation géométrique de la courbure normale. On y fait la section de sigma par un plan normal à un plan tangent quelconque est un cercle de courbure 1 sur 1. Voilà, donc ça, l'objectif de ce paragraphe. Maintenant, pour le deuxième exemple, ici c'est un exercice. Donc, on va faire la même chose pour les perploades à une nappe d'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à z carré sur c carré plus 1. Donc, il a tous ces points qui sont hyperboliques et on utilisera la paramétrisation x égale, donnée par x égale z, comme vous voyez sur l'écran. Maintenant, on va pas résoudre, nous, on va pas travailler cet exercice. Alors, si vous voulez le faire pour ne pas, pour faute de temps, donc je vais passer au paragraphe suivant. Donc, endomorphisme associé à la deuxième forme fondamentale. Alors, pour cette partie-là, donc on aura besoin de quoi? Donc, vous avez besoin de F, une application de D invalent dans R3, qui à chaque M est égal à U, V. On fait associer M est égal à F de M. H, c'est la normale, c'est le vecteur normal à la nappe, au point M à la nappe sigma, défini de R3, qui à chaque M UV, on fait associer HM. Donc, HM est le vecteur unitaire normal à sigma au point M. Donc, on va considérer les différentiels des applications F, F et H au point M. On va calculer la différentielle de F. Considérer la différentielle de F qui est définie de R2, pardon, la valeur dans R3 et qui à chaque lambda mi, on fait associer dérivée de M par rapport à I, lambda, plus la dérivée de M par rapport à V, mi. En considération aussi la différentielle D2H M définie de R carré, la valeur dans R3, et qui à chaque lambda mi, on fait associer des ronds de H sur des ronds de U, lambda plus des ronds de H M sur la dérivée de V mi.
Alors, comme la nappe sigma est régulière, le différentiel Fm est un isomorphisme de R2 sur R2, sur le plan, tangente à sigma en M, donc noté par Tm. Donc, on considère les homorphismes suivants. Donc, c'est la différentielle de M, donc, qui définit de R2 à valeur dans Tm, et qui à chaque lambda, nu, on fait associer la dérivée de M par rapport à I, lambda, plus la dérivée de M par rapport à V, mi. Maintenant, on va dériver l'équation suivante. On va dériver HM, elle est de norme 1, on va la dériver. Donc, ceci donne HM scalaire des rangs de HM sur la dérivée de U est égal à 0. Et aussi HM scalaire des rangs de HM par rapport à V est égal aussi à 0. Alors, ce qui prouve que les vecteurs DHM et par rapport à I et DHM par rapport à V sont tracés appartient au plan TM. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et par conséquent, l'image de la différentielle DHM est contenue dans le plan TM aussi. On conclut que DHM comme vecteur rend DFM bar moins 1 qui est défini de Tm à valeur dans Tm est un endomorphisme. Endomorphisme de Tm. Alors, on va considérer une nouvelle paramétrisation delta G. On va considérer delta G avec θ, c'est un changement de paramètre. G est égal à F rho θ avec θ défini de delta à valeur dans T qui à chaque mu, on fait associer θ de mu est égal à M. Donc, c'est un changement de paramètre. C'est cas difféomorphisme, bien sûr. C'est cas diffus. Alors, on a la DG, on a DG mu bar est égal à D de F bar θ de mu qui est égal à M rho D de θ mu. Donc, par passage à l'inverse, nous aurons la chose suivante. Donc, par suite, on a D de G mu bar
à la puissance moins 1, c'est D de θ mi à la puissance moins 1, rho D de F par θ mi égale à M à la puissance moins 1. Donc, le vecteur unitaire normal à la surface sigma au point M ne dépend pas de la paramétrisation de sigma. Donc, si on note par ennemi le vecteur normal à sigma au point M est égal à J demi, ça veut dire en utilisant la nouvelle paramétrisation. Et par H θ demi, c'est le vecteur normal à sigma au point M qui est égal à F de M et F de θ demi. Ça veut dire qu'il est égal à, il est donné par les deux paramétrisations. On a l'égalité suivante. Donc, N mi égale à H bar θ demi. Par passage au différentiel, on obtient D de N mi, c'est égal D de H θ mi rho D de θ mi. Et il s'ensuit la chose suivante. Donc, il s'ensuit D de N mi rho D de G moins 1, et c'est mi, est égal D de H θ mi rho D de θ mi rho D de θ mi moins 1 rho D de F bar θ mi moins 1. Ceci est égal à quoi? D de H M rho D F M à la puissance moins 1. Voilà. Donc, on conclut que cet endomorphisme de Tm ne dépend pas de la paramétrisation choisie de sigma. Notons par psi m son opposé. Ça veut dire quoi? On doit prendre psi m. Donc, psi m est égal à moins d de h m rho d de f m à la puissance moins 1. Bah, avec bien sûr m est égal à f de m. Donc, V, un vecteur de Tm, ça veut dire V s'écrit de la façon suivante. Donc, V, elle s'exprime par lambda des rangs de 1 par rapport à mi, à I, plus mi des rangs de 1 par rapport à V. Donc, je vais essayer de calculer psi de mv. Psi de mv, c'est moins d de hm rho d de f m moins 1 v. C'est aussi quoi? Il est égal à moins d de h m par rapport à lambda mi, qui est égal à moins lambda des rangs de hm par rapport à des rangs de moins des rangs moins mi des rangs de hm par rapport à des rangs de v. Donc, si m appliqué à lambda des rangs m,
sur des rangs I plus des rangs de M sur des rangs de I. C'est deux rangs lambda des rangs de H, M sur des rangs de I, moins mi des rangs de H, M sur des rangs de V. Où HM est le vecteur normal à sigma au point M. Donc, on remarquera que psi M est l'unique endomorphisme de Tm qui vérifie la chose suivante. Il vérifie deux éléments. Donc, si M des rangs de M par rapport à I, c'est égal à moins des rangs de HM sur des rangs de I. Si M a des rangs de M sur des rangs de V est égal à moins des rangs de H M sur des rangs de V. En admettant que le plan tangent à sigma au point M soit muni de la structure euclidienne induite par celle de R3, et s'ensuit le théorème suivant. Donc, c'est l'objet en fait de cette partie-là. Donc, je vais vous montrer le théorème. Le théorème donc, dit que l'endomorphisme Pm est symétrique. Et voilà la démonstration. Donc, pour montrer que l'endomorphisme Pm est symétrique, donc, on va suivre les étapes suivantes. Donc, on dit que psi est symétrique si V1 scalaire psi M V1 scalaire psi V2. Donc, pour montrer que VM est symétrique, on doit chercher les éléments suivants. Nous avons V1, on va prendre deux éléments V1 et V2. Avec V1, il est donné, il est égal à lambda 1 des rangs de M sur des rangs de I plus mi1 des rangs de M sur des rangs de V. V2, c'est ça, c'est lambda 2. C'est une erreur. Donc, on n'a pas cette troisième composante. Donc, Cm de V1, il est donné comme suit. Cm de V2, il est donné comme suit. Donc, en appliquant, en remplaçant, pardon, en calculant le produit scalaire de V1 scalaire psi M, V2, et psi M V2, V1 scalaire V2, donc on trouve les choses suivantes. Or, on a Hm scalaire de rang de M sur de rang de I égale 0 et Hm scalaire de rang de M sur de rang de V égale 0. Par dérivation, il vient que ces dérivées sont vérifiées. Comme f est de classe C2, on peut permuter les deux variables U et V par rapport à la dérivation. Donc, on trouve finalement que la quantité des rangs de HM sur des rangs de V scalaire des rangs de M par rapport à des rangs de I, c'est exactement des rangs de HM, c'est des rangs de I, scalaire des rangs de M est égal à V. Ça coïncide. Donc, d'où l'égalité demandée. Ça veut dire que votre psi M est un endomorphisme symétrique.
Donc, comme remarque, on remarquera que la forme bilinéaire définie sur Tm fois Tm, définie comme suit, est une forme symétrique. Alors, dans le paragraphe suivant, donc, on va chercher à établir une relation avec la seconde forme fondamentale en conservant les notations précédentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends H est égal à moins 1 sur H du rang de M sur du rang I, vectoriel du rang de M sur du rang V, avec H c'est le vecteur normal unitaire. H, c'est la quantité définie par la norme des rangs de M sur du rang de I, le vectoriel des rangs de M sur du rang de V. Et, nous avons des relations dont on aura besoin aussi, c'est H scalaire de rang de M est égal à 0 par rapport à I, H scalaire de rang de M par rapport à V est égal à 0. Il vient la chose suivante. Donc, vous avez des rangs de H par rapport à I, scalaire de rang de M par rapport à I. C'est la dérivée de H scalaire de rang de M sur de rang de I moins H scalaire des rangs au carré de rang, donc la dérivée d'ordre 2 de M par rapport à I carré. Et aussi le produit vectoriel. Et voilà, donc vous avez C moins H, le produit mixte. Cela faire apparaître en fait le moins L. Et là, du coefficient de la deuxième forme fondamentale. La deuxième expression permet de faire apparaître le M et la troisième, donc, permet de faire apparaître le N. Alors, pour tout vecteur V1 et V2 du plan tangente, on a la caractérisation suivante. Donc, si de M V1 scalaire V2 est donné sous cette forme-là. Donc, soit si M scalaire V1 scalaire V2 sera donné comme suit. Donc, en faisant un petit peu de moyennant donc voilà les expressions montrées précédemment, nous avons si M de V1 scalaire V2 est égal à L lambda 1 lambda 2 plus M mu 1 lambda 2 plus lambda 2 mu 2 plus N mu 1 mu 2. Alors, on conclut que l'application V1, V1, V2, V associé M, V1 scalaire V2 est la forme bilinéaire symétrique associée à la deuxième forme quadratique fondamentale phi2 de M. Et que M, c'est l'endomorphisme symétrique associé à la phi2 de M. C'est-à-dire l'endomorphisme défini par phi2 de M appliqué à V est égal à psi M de V scalaire V. Alors, on dit que deux tangentes et on fait la définition suivante. Donc, on dit que deux tangentes à segment au point M sont conjuguées si leur vecteur directeur respectif V1, V2 vérifie si M de V1 scalaire V2 est égal à 0. Leurs directions sont alors dites conjuguées. Voilà donc une autre définition.
Alors, euh, donc normalement, donc on va passer à la définition, à la détermination de la matrice associée à l'endomorphisme ψm. On suppose que le plan tangent TM est muni d'une base IG. En désignant par B1 et B2 la forme bilinéaire symétrique associée à la forme quadratique phi1 de M respectivement phi2 de M. Pour V1 et V2 appartient à TM, on a les deux éléments suivants. Donc, B1 de V1, V2, c'est VA scalaire B2. Et B2, V1, V2, c'est VA scalaire psi de M de V2. Donc, on désigne par I et respectivement de I la matrice de B1, respectivement la matrice de B2 par rapport à la base IG. Et par M, la matrice de l'endomorphisme psi M, on a les écritures suivantes. Donc, la forme bilinéaire B1, V1, V2, c'est la transposée de V1 fois I, qui est la matrice de I, de B1, V2, et B2, V1, c'est la TV1 fois la matrice, la deuxième matrice, la matrice de l'endomorphisme de la forme bilinéaire B2, et euh, et par M, la matrice de l'endomorphisme si M. Donc, B2, V1, V2 est égal à V1 si M, V2 est égal à B1 fois V1 si M de V2. Donc, quand on reporte, on aura cette écriture. Il vient que la deuxième matrice, la matrice de la deuxième forme bilinéaire, s'écrit en fonction de la première, la matrice de la première forme bilinéaire et aussi la matrice de l'endomorphisme si M. Alors, M, c'est exactement I-1, puis avec I, c'est la matrice de la première forme bilinéaire et 2, et 2I, c'est la matrice de la deuxième forme bilinéaire. Alors, dans le cas où IJ est égal à des rangs de M par rapport à des rangs de I, des rangs de M par rapport à des rangs de V, la matrice M est donnée par ce qui suit. Donc, M sera donné en utilisant les coefficients des deux formes quadratiques. La première forme quadratique et la deuxième forme quadratique. Voilà, donc maintenant, on va passer à la torsion, au calcul de la torsion et les directions principales. Donc, on va distinguer entre quelques cas, je pense que c'est 3 cas ou 2 cas au minimum. Dans le cas où Tm est engendré par des rangs de M sur des rangs de I, des rangs de M sur des rangs de V. Donc, ça sigma une nappe simple régulier et orientée de R3 de classe CK avec A supérieur ou égal à 2. Soit gamma un arc tracé sur sigma. On calcule taux de S, H de S et J de S. On se propose de calculer la torsion géodésique de l'arc gamma au point M. Moyennant les propriétés du produit vectoriel, elle vient. Donc, on a défini déjà la torsion taux G comme étant la composante de H, de des rangs de H sur des rangs de S sur G, et aussi la composante
euh, du rang de G sur du rang de S, mais par rapport à, je pense par rapport à tout. Donc, vous avez H de S, oui, c'est par rapport à tout. Par rapport à H, pardon. Donc, vous avez par rapport, c'est la dérivée de H par rapport la dérivée de G par rapport à H. Donc, H de S vectoriel taux de S scalaire D de H. Donc, H de S scalaire taux de S vectoriel D de H. C'est aussi cette écriture. Donc, il s'ensuit que, en utilisant les expressions taux de S, des rangs de H sur des rangs de S, donc, θ de G, c'est exactement ça. Donc, en utilisant aussi ces expressions-là. Donc, là où il est figuré le L, et M et N, et tout ce qui est précédemment cité, donc vous avez θ de G est égal à 1 sur H avec la matrice donnée comme suit. Alors, comme V, c'est un vecteur tangent quelconque à sigma, on applique la formule précédente de θ de G au vecteur V sur V, la norme de V. Donc, θ de G, on obtient θ de G écrit comme suit. Voilà, et donc θ de G, c'est égal à moins 1 sur H. Donc, avec cette expression euh, donnée comme suit. Donc, on remarquera que la torsion géodésique ne dépend que du vecteur V. Donc, elle dépend de lambda et elle dépend de mu. Donc, dans le deuxième cas, nous avons le cas où Tm est engendré par une base orthonormale. Une base orthonormale est la base, prenons par exemple la base Ig, une base orthonormale quelconque du plan tangent, telle que IGA soit une base orthonormale directe de R3. Nous avons tout écrit de cette forme-là, cosinus de phi I plus sinus phi G, avec unitaire tangent à sigma en M. On se propose de calculer la torsion géodésique dans la direction du vecteur temps, et ceci moyennant l'endomorphisme psi m associé à la deuxième forme quadratique. Et on a de G, il est donné, donc taux de G, c'est G de, c'est la, c'est c'est comme, donc, pardon, donc c'est la dérivée de H sur D, sur la composante de la dérivée de H sur D de S sur G de S, est égal à H de S vectoriel taux de S, scalaire D de H sur D de S, moins déterminant de H de S, taux de S, psi M de taux de S. Ici, car D de H sur DS est égal à moins psi M taux de S. Calculons psi M, appliqué à temps, donc il est donné compris, après on va faire les calculs nécessaires, vous aurez cos phi I scalaire psi M, ainsi de suite. Donc, on va poser A est égal à I psi M, B est égal à I psi M de G, et C est égal à G psi M de G. Donc, on trouve phi M s'écrit A cos phi plus bêta sinus phi appliqué à I, B cos phi plus C sinus phi appliqué à G. Et la matrice de l'endomorphisme psi M dans la base IG est donnée par ABC comme suit. Donc, d'où la tension géodésique dans la direction du vecteur temps est donnée comme suit. Donc, G égale à 0,01 cos phi, ainsi de suite. Donc, la torsion géodésique, ça se calcule de la façon suivante. Donc, c'est A moins C sinus phi cos phi, moins B cos carré phi,
moins sin carré phi. Donc, les torsions géodésiques de segments, c'est comme on remarque, dans deux directions orthogonales du plan TM, à sigma en M, sont opposées. En effet, si on fait plus P sur 2, θ de G changé en moins θ G. Ça veut dire en changer en sens opposé. La courbure normale sera donnée compris sur le rapport de la courbure de la forme, de la deuxième forme quadratique sur la première forme quadratique. Dans ce cas, l'abscisse 1 de m est égal à 1. C'est pour cela que ça coïncide avec la deuxième forme quadratique. Et unitaire. Donc, phi de 2m c'est égal à a cosinus carré phi, plus 2b cosinus phi, sinus phi. Donc, c'est là, sinus, c'est sinus au carré de phi. Donc, dans l'expression de la courbure normale est donnée par rho n a cos au carré phi plus 2b cos phi sinus phi plus c sinus au carré de phi. Voilà, donc, c'est tout ce qui est pour cette séance. Donc, je m'arrête et je prends les questions. Si vous en avez, si vous en avez des questions, je suis à votre écoute.